Salutations camarades, alors petite vidéo un peu spéciale. Bon déjà en fait je tiens à remercier l'abonné la Grumpfotech, j'espère que j'ai bien prononcé, parce qu'en fait déjà pour son soutien, hein, parce que ça fait un moment que voilà, enfin que je reçois les commentaires et tout ça, donc merci, ça fait vraiment super plaisir. Au passage je remercie aussi Muffin parce que son soutien, voilà, depuis février. Merci. Euh, et en fait, la Grumpfotech, il m'a fait remarquer qu'il y a une vidéo, alors c'est la vidéo Les trois formes de justice et inégalité économique, qui était en fait la vidéo qui traite de la dernière partie du chapitre sur les inégalités économiques enfin de l'État nous rend-il meilleur par Ruven Augien. Et en fait, le dernier quart d'heure, il m'a dit que il manque le son. C'est-à-dire, en fait, tu as juste la vidéo, mais tu n'entends plus rien, il y a plus ma voix, il n'y a plus rien, juste en fait, l'image, quoi. Et effectivement, il n'y a pas de son dans ce dernier quart d'heure, et je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, la vidéo sur mon ordi, il y a le son jusqu'à la fin, et donc du coup, cette vidéo-là, en fait, c'est un re-upload de la dernière partie, hein, le dernier quart d'heure, avec le son, du coup. Donc, petit contexte, alors la vidéo, elle parle voilà, enfin, des inégalités économiques. On a vu en fait que toutes les justifications morales aux inégalités économiques, elles étaient fallacieuses, mais Augien, il voulait se demander pourquoi est-ce que les gens, malgré en fait que les justifications sont complètement fallacieuses, pourquoi est-ce que les gens continuent tout le temps de les sortir, etc. Et donc, pour lui, l'origine de ces justifications, c'est qu'en fait, on confond trois formes de justice: la justice sociale, contractuelle et pénale. La partie où le son a disparu, c'était la partie où on parlait de la justice pénale. Donc en fait, j'ai déjà parlé de la justice sociale et contractuelle dans la vidéo, et le son, en fait, il s'est arrêté au moment où je commence à parler de la justice pénale. Donc sur YouTube, en fait, je vais couper la partie où le son n'existe plus, parce que apparemment tu peux faire ça, tu peux éditer un petit peu tes vidéos, enfin en fait tu peux couper des parties, mais bon, hein, bizarre, en fait tu peux couper des parties, mais tu peux pas rajouter une piste audio par-dessus, hein. Normalement YouTube devrait pouvoir faire ça, enfin devrait pouvoir en fait pouvoir éditer nos propres vidéos sur YouTube aussi, ce serait pas mal, hein. S'il y a des petits défauts techniques comme ça, on peut directement en fait sur la vidéo régler le problème. Mais bon voilà, donc du coup, je vais supprimer la partie où il n'y a pas de son, et je vais poster en fait le son dans cette vidéo-là. Donc voilà, enfin, la partie qui manque, quoi. Voilà, c'est ici. Et du coup, je vous dis bon visionnage. Et encore une fois, merci pour la Grumpfotech et pour tous ceux qui regardent jusqu'à la fin, parce qu'en fait, pour me dire en fait qu'il y a la partie de la dernière partie en fait qui manque le son, c'est que il a dû arriver en fait à la fin de la vidéo, et donc du coup ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir de savoir que vous regardez jusqu'à la fin. Et aussi voilà, encore une fois, hein, Muffin, merci pour ton soutien, je t'embrasse très très fort. Et pour les autres, voilà, amusez-vous bien et merci. Ciao. Donc, on a vu déjà que les deux notions de justice sociale et contractuelle ne sont pas forcément alignées avec des notions de mérite et de responsabilité individuelle. Et lorsqu'ils le sont, c'est toujours avec des notions de mérite et de responsabilité de la classe dirigeante, ce qui est très suspect. Le sens commun, hein, l'intuition commune, celle qui est en fait la plus partagée, semble juger ce qui est juste selon d'autres notions que le mérite et la responsabilité individuelle. Et donc, puisque le mérite et la responsabilité individuelle sont des valeurs individuelles, elles correspondent le plus, en fait elles correspondent plutôt, on va le voir, hein, presque uniquement à la justice pénale. En d'autres termes, vouloir juger ce qui est juste en fonction du mérite et de la responsabilité individuelle, c'est vouloir aligner toutes les formes de justice sur la justice pénale. Mais heureusement, il y a plein d'arguments philosophiques qui nous empêchent d'aligner les deux. Parmi eux, Augien donne une expérience de pensée. En fait, c'est une expérience proposée par David Bonin, je crois, hein, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, encore une fois je ne sais pas, mais en tout cas c'est dans un livre qui s'appelle The Problem of Punishment, donc David Bonin, B2ONIN. Donc il se demande si le mérite peut être une justification pour punir un criminel.
Et sa conclusion va être, ben, ça dépend de quel crime on parle. Il y a des crimes dont le mérite, donc la logique de la justice pénale, ne justifierait pas la punition et qu'il faudrait trouver d'autres principes pour y remédier. Cette expérience de pensée, c'est en gros comparer le viol et la fraude fiscale. Si on dit que la justice sociale s'aligne sur la justice pénale, alors il faut traiter ces deux torts de la même façon. Mais est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'on peut traiter les deux comme une histoire de mérite ou de responsabilité personnelle? Et donc, on va voir si c'est possible. Déjà, c'est quoi un fraudeur? Selon Augien, un fraudeur, c'est essentiellement un profiteur, free rider en anglais. Il s'accorde en fait une liberté que la plupart des gens hésitent à se donner, même s'ils sont tentés de la faire. Donc, des gens se retiennent de faire quelque chose parce qu'ils savent que s'ils succombent à la tentation de faire cette chose-là, la situation de tout le monde risque de se détériorer. En gros, les gens font des sacrifices et par ces sacrifices, ils contribuent à un système qui engendre des bénéfices pour tout le monde. Tout le monde reçoit des bénéfices du fait qu'on se retient tous de faire quelque chose, qu'on est tenté de faire. Et donc, du coup, si quelqu'un jouit en fait de ces bénéfices sans se retenir de faire ce que tout le monde se retient de faire, sans se retenir en fait, voilà, enfin, sans se retenir de faire ce que tout le monde se retient de faire, et que c'est par cette discipline qu'on est capable de produire ces bénéfices pour le plus de monde possible, alors ce quelqu'un, c'est un profiteur. Il a reçu des bénéfices d'un système auquel lui, il n'a pas contribué, ou alors en fait il n'a pas respecté, au moins parce que on peut dire en fait que c'est pas la peine que tout le monde en fait se retienne de faire cette chose-là, si en fait pour en fait produire assez pour tout le monde, il faudrait juste en fait que quelques personnes se retiennent. Mais on peut dire en fait que il y a un certain respect en fait à montrer envers ceux qui se retiennent, ou bien alors en fait il fait une espèce de loterie en fait qui tourne comme ça. C'est pas toujours les mêmes en fait qui font ce qui est chiant quoi. Mais bon, voilà, on va dire que voilà, il a reçu des bénéfices d'un système auquel il n'a pas contribué. Ici, contribuer, ça peut prendre plusieurs sens. Ça peut être, il n'a pas montré en fait son respect envers ceux qui se retiennent, ou alors en fait, à chaque fois que ça va être à son tour de se retenir aussi, il ne le fait pas. Voilà. Donc, c'est le cas de la fraude fiscale. Lorsque quelqu'un échappe aux impôts, en fait, il bénéficie d'un système. C'est un système qui lui permet d'avoir des routes pour se déplacer, d'avoir accès à plusieurs choses essentielles sans se fatiguer, etc. Bref, les services publics qui sont financés par les impôts. Du coup, tout le monde paye leurs impôts pour le maintien de ces services publics lorsqu'ils sont tentés de mettre cet argent pour satisfaire leurs plaisirs personnels. Tu vois, donc, du coup, ils se retiennent. Et puis, en fait, toi, tu viens, t'es là, tu profites aussi de ces services, mais tu ne payes pas les impôts, ou tu mens sur tes impôts, etc. Et donc, bref, tu profites. Tu obtiens des bénéfices d'un système d'impôts sans apporter ta contribution, ou certains avantages du comportement collectif des citoyens qui respectent les lois, des lois justes, bien sûr, alors que toi, tu ne les respectes pas. Dans le cas du fraudeur, on le sanctionne parce qu'il profite des bénéfices engendrés par le travail collectif de tout le monde sans y avoir contribué. Mais on ne peut pas dire autant du violeur. Sa sanction ne se fait pas pour les mêmes raisons. Il est absurde de dire en fait qu'un violeur, comme un fraudeur, doit être sanctionné parce que c'est un profiteur. Le violeur, c'est pas quelqu'un en fait qui cherche à obtenir certains avantages du comportement collectif de citoyens respectueux des lois en ne les respectant pas lui-même. Si on le dit, alors comme pour s'abstenir en fait de payer des impôts, on présuppose que la plupart des gens veulent le faire en fait. Tout le monde en fait est tenté de ne pas payer des impôts. C'est une liberté tentante, mais on se retient de la faire. Dans le cas du viol, si c'est la même logique qu'on applique, alors on doit admettre que tout le monde en fait veut violer. Mais la seule raison pour laquelle le viol est interdit, c'est tout simplement parce qu'on se retient de le faire. Et par tout le monde, là pour le coup, ça va être surtout les hommes. On dirait que tous les hommes sont tentés de violer des femmes, mais ils se retiennent. Et donc le violeur, lui, ne s'est pas retenu comme les autres hommes. Conclusion, si le viol et la fraude fiscale doivent être gérés selon les mêmes principes de justice, c'est que si on punit en fait le violeur, c'est parce qu'il a profité de tous les hommes qui se retiennent de violer. Le fraudeur fiscal a profité de tous ceux qui payent leurs impôts, le violeur a profité de tous ceux qui se retiennent de violer. C'est un raisonnement absurde. Comme dit Augien, ce qui ne va pas dans le comportement du violeur,
Ce n'est pas qu'il tire avantage du fait que les autres citoyens respectent la loi, mais qu'il porte atteinte à l'intégrité physique et aux intérêts personnels d'un individu particulier. Donc, cette distinction entre les deux situations est essentielle. Si on traite le violeur comme un fraudeur, alors on traite quelqu'un qui a porté atteinte à l'intégrité physique et intérêts personnels d'un individu particulier comme quelqu'un qui tire avantage du fait que les autres citoyens respectent la loi. Ce qui déjà fait la différence, c'est la notion de proportionnalité de la sanction déjà. Dans le cas du viol, une sanction qui peut conduire à la ruine de l'existence du violeur parce qu'il s'est pris une dizaine d'années d'emprisonnement semble proportionnelle à la faute commise. Cependant, dans le cas du fraudeur, la sanction ne peut pas être déterminée par sa proportionnalité comme dans la justice pénale, mais comme le cas du campeur négligent. Si le fait qu'il doit être soumis à travailler toute sa vie jusqu'à la ruine de son existence, genre des travaux forcés à perpète, on estime que c'est abusé. Plutôt, en fait, on se contente de soit un remboursement s'il a les moyens, ou rembourser juste une partie et passer la responsabilité à d'autres corps sociaux. Bien évidemment, ceci vise principalement les petits fraudeurs. Les riches, en fait, qui font leur évasion fiscale, eux qu'ils crèvent. Mais voilà, disons que dans la justice sociale, ça va être plus des principes pragmatiques qui vont jouer plutôt que la proportionnalité de la sanction par rapport à la faute. Le cas de la fraude relève de la justice sociale puisque le fraudeur a une dette envers la société, pas envers un individu particulier. D'accord ? Dans le cas en fait du viol, ça c'est une affaire de l'action unilatérale d'une personne sur une autre. Ici, oui, la proportionnalité de la sanction évaluée par la responsabilité individuelle du violeur est une notion légitime pour rendre justice à la victime. Ici, on dira que la sanction est méritée, alors que dans le cas du fraudeur, la sanction est surtout une question pratique. Donc, comme dit Augien, ce que montre cette expérience de pensée, c'est que l'application des principes de la justice sociale à la justice pénale pourrait nous entraîner vers des conclusions absurdes. Elle nous obligerait à traiter le violeur comme un fraudeur. Et il ajoute aussi que l'inverse vaut aussi. Comme on ne peut pas traiter un violeur comme un fraudeur, parce que ça nous mène vers des conclusions absurdes, traiter un fraudeur comme un violeur, c'est absurde aussi. Donc, si on applique les principes de justice pénale, c'est-à-dire responsabilité individuelle et proportionnalité des peines, à des questions de justice sociale, on arrive à des conclusions absurdes. C'est ce que disait aussi Scheffler dans son article. Les deux formes de justice sont radicalement différentes et ne suivent pas du tout la même logique. La justice pénale, ou retributive justice en anglais, rien à voir avec le mot retributive en français, encore une fois c'est un faux ami, c'est une justice qui juge les actions individuelles des gens sur un plan moral parce que c'est des actions qui touchent à l'intégrité physique des autres. La justice sociale, par contre, distributive justice en anglais, ne cherche pas le caractère moral des actions, mais à réparer un système ou des structures sociales et économiques. Ce sont deux logiques différentes, et donc on ne peut pas utiliser la logique de la justice pénale pour résoudre des problèmes de la justice sociale. Donc, qu'est-ce que tout ça a à voir avec la justification morale des inégalités ? Absolument tout. La justification des inégalités économiques se fait parce qu'on veut appliquer des principes de justice pénale, surtout à des questions de justice sociale, et surtout, et ou contractuelle dans sa version moderne. Comment ? En fait, on transfère indûment le jargon ou le raisonnement du domaine pénal au domaine économique. C'est-à-dire, on va considérer les situations économiques des plus défavorisés comme des sanctions proportionnées à leur mode de vie, que beaucoup en fait insistent, c'est un mode de vie choisi par ces gens. Les conservateurs insistent sur ça, que tous ceux qui sont dans la misère, c'est des gens qui ont choisi d'être dans la misère. Et ainsi, vivre dans la misère, c'est ce qu'ils méritent. C'est exactement comme la cigale et la fourmi dans leur tête. Vous connaissez la fable, c'est la première fable de La Fontaine, et on rassasse en fait cette fable tout le temps aux écoliers, on va jouer tout le temps, et on se demande pourquoi d'ailleurs. On verra pourquoi en fait la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine on va parler de la morale à l'école.
Donc vous connaissez l'histoire, j'imagine, hein, la cigale, elle a passé tout l'été à chanter, à s'amuser, pendant que la fourmi, elle passe tout l'été à travailler, à prendre des provisions pour l'hiver, et quand l'hiver arrive, bon, bah, la cigale, elle crève de faim et de froid, et donc du coup, elle va se rendre chez la fourmi, elle va lui demander un peu de nourriture, en lui faisant la promesse de le lui rendre. Et celle-ci, la fourmi, elle l'accueille, elle nourrit la cigale, elle la loge, elle ne va pas la laisser crever comme ça de faim et dans le froid, tu vois. Ça serait cruel. La fourmi est généreuse, elle est bonne, elle est vertueuse. Non, je déconne, elle la laisse crever en lui disant « Bah crève, tu n'as que ce que tu mérites ». Elle lui dit pas comme ça, hein, mais genre elle lui dit t'as passé tout l'été à chanter, bah vas-y, bah danse maintenant. Et donc du coup elle lui ferme la porte, la porte au nez. Et donc voilà, on est d'accord, hein, la fourmi, c'est une salope. Et donc du coup, ceux qui justifient en fait les inégalités économiques, bah, ils pensent comme la fourmi. Ils disent voilà, c'est ce qu'ils méritent. L'idée que les cigales ont le sort qu'elles méritent, en crevant de faim lorsque l'hiver arrive, est une importation cruelle et illégitime des concepts punitifs de la justice pénale dans les questions de justice sociale. Ainsi, selon Augien, ici on peut se fier à notre intuition dans ces questions de justice économique. Comme on a vu, par intuition, la plupart des gens font des distinctions entre les trois formes de justice, et ils évitent le plus possible de les confondre. Nous avons en fait clairement des réticences à importer l'idée de responsabilité individuelle et de proportionnalité des peines dans le contexte de la justice sociale. Du coup, on a des réticences d'utiliser ces notions du domaine pénal pour justifier les grandes inégalités, même lorsqu'on estime qu'elles sont le résultat de choix personnels. Pareillement, on a des réticences aussi pour penser que l'aide aux plus vulnérables doit être conçue selon le modèle de la relation contractuelle ordinaire ou plutôt classique. C'est la version qui dit que si on reçoit en fait une aide, on doit donner quelque chose en échange, même si cette chose est dégradante. Comme en fait selon cette version, on est des volontés libres. Si on n'honore pas en fait notre contrat, alors si ce contrat stipule qu'on doit faire des choses dégradantes, on n'a pas le droit de s'y opposer ou de refuser. Du coup, il faut toujours donner quelque chose, même si c'est une mise en scène humiliante de sa détresse ou un engagement moral à chercher du travail, etc. C'est d'ailleurs en fait comme ça qu'on fait la guerre aux chômeurs. On les fait passer pour des fraudeurs, hein, déjà, et puis on veut appliquer sur eux la version classique de la justice contractuelle, qui est très alignée par nature sur la justice pénale. On te dit que tu as l'obligation morale de chercher du travail, sinon tu perds ton RSA ou tes allocs, point barre. Heureusement que notre intuition fait qu'on trouve ces idées contre-intuitives et injustes, et que nos idées à nous ont bien évolué pour que notre intuition va dans ce sens-là, dans le refus de la morale conservatrice dans les domaines des inégalités. Mais bon, en ce moment, avec la montée de l'extrême droite et de la xénophobie, la montée du RN et tout ça, je suis pas sûr si c'est toujours d'actualité, ça, ce que dit Augien dans ce livre en 2013. Donc, en fait, mais bref, en tout cas, il semble dire que en fait, on peut aussi se fier aux intuitions du sens commun, même si en fait, elle fait souvent peur aux philosophes et veulent toujours aller au-delà du sens commun. Dans la plupart des cas, c'est bien, mais dans le cas présent, en fait, pas besoin. Une intuition nous dit déjà qu'il ne faut pas confondre justice pénale, sociale et contractuelle, qu'il ne faut pas en fait importer des notions qu'il ne faut pas importer les notions de contrat classique entre volonté libre, machin chose, et de responsabilité individuelle ou de mérite dans les questions de justice sociale, et c'est très bien comme ça. Donc voilà, on a passé en revue les trois justifications morales libérales des inégalités, la libertarienne, libérale sociale, libérale individualiste, et on a ajouté aussi la justification non libérale de Walzer. On a vu qu'aucune parmi elles ne peut justifier les inégalités économiques sur le plan moral, du coup comme dit Augien, puisque ce sont à mon avis les seules qui pourraient être prises en considération dans une réflexion théorique, je me permettrai de dire en conclusion qu'il n'existe aucune justification morale incontestable des inégalités économiques.
Voilà, en fait, c'est la conclusion d'Augien. Si aucune de ces théories ne peuvent justifier les inégalités économiques, ben, c'est qu'il n'y a pas de justification morale des inégalités économiques tout court. Hein. S'il y en a une, en fait, qui se pointera dans le futur et nous montrera de manière incontestable qu'on peut justifier les inégalités économiques, là, ok, mais d'ici là, il n'y a aucune raison de croire ou suspecter l'existence de ces justifications. Alors, encore une fois, Augien précise qu'il parle ici que de justification morale. Il admet qu'il met de côté les justifications non morales des inégalités, hein, parce que c'est pas le focus de son livre, mais même si vous pensez à d'autres justifications non morales, ben, je doute qu'elles fonctionnent aussi. Bref, donc, après avoir montré pourquoi en fait les justifications morales ne fonctionnent pas, Augien a proposé une hypothèse de pourquoi en fait certains philosophes ont cette tendance à chercher à moraliser les inégalités, et son hypothèse c'est que ces philosophes commettent l'erreur de confondre les trois formes de justice, sociale, pénale moderne et contractuelle classique, mais bon, ça reste sur le plan intellectuel entre philosophes. Dans le débat public, comme il dit, les choses sont beaucoup moins sophistiquées, hein, comme il dit en finissant enfin ce long chapitre. La tendance à donner une justification morale aux inégalités économiques ressemble plutôt à un nouvel épisode de la guerre intellectuelle menée contre les pauvres dans les sociétés démocratiques, où l'idéologie officielle affirme que chacun possède une chance égale de s'en sortir s'il veut bien s'en donner la peine. Et c'est justement à ça qu'on va tourner la semaine prochaine, cette guerre contre les pauvres. Et c'est là aussi où on va en fait, on saura pourquoi, et on va savoir pourquoi en fait on entend toujours parler de la cigale et la fourmi à l'école. On va voir en fait que c'est très lié à cette guerre contre les pauvres, et la guerre contre les pauvres, bah justement, elle commence où? Elle commence à l'école. Du coup, la semaine prochaine, on va commencer le chapitre, la guerre contre, sur le retour en fait de la morale à l'école, et pourquoi est-ce que toujours en fait on entend tout le temps des députés ou des ministres, je sais pas quoi, qui parlent en fait de l'ensauvagement de la société et de la nécessité du retour de la morale à l'école et tout ça. Ben, on va voir que tout ça en fait c'est une guerre idéologique contre les pauvres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant, et comme d'hab, hein, abonnez-vous, le petit pouce bleu, le commentaire pour le référencement, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau chapitre.